Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un peu que les gens arrivent. Je vois qu'on est déjà 12. Rebonjour Farid. On était en train de se parler par email. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez juste mettre dans le chat si c'est OK et vous m'entendez bien? Et comme ça, on pourra faire un test aussi. Si vous pouvez bien écrire dans le chat. Tout est OK. Parfait. Bon, super. Ravi de faire cette session ensemble. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Pour celles et ceux que j'ai vus à la DBU la semaine dernière, c'était un plaisir. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de Analytics sur OAP. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai fait un PowerPoint, mais la plupart du temps, vous savez, je préfère faire une démonstration directement sur le site. Hop, super. Et Sarah qui va arriver bientôt, elle est un peu en retard, mais elle va m'aider pour tout ce qui est questions-réponses. Alors, hop, je prends le chat quand même. Donc n'hésitez pas en cours de route à me poser toutes les questions que vous voulez et j'essaierai d'y répondre. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie analytics de Elsevier Open Access. Donc, j'ai fait un petit plan. Donc déjà, je vais rappeler qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Joanne Sapin-Uribe, j'ai mal à la gorge, et je travaille pour Elsevier en tant que Customer Success Manager. Donc en gros, ça veut dire que on vous accompagne sur vos abonnements en cours avec Sarah, ma collègue qui va arriver bientôt. On répond à vos questions, on vous accompagne en termes de formation, en termes de conseils sur tous les abonnements auxquels vous êtes abonné. On n'est pas forcément commerciaux, donc on ne va pas vous parler de modules que vous n'avez pas ou autres. Ça, c'est mes collègues. Mais en gros, voilà, on est là pour démocratiser des concepts, vous faire en sorte que vous utilisez les produits le mieux possible. Alors, on va commencer aujourd'hui par un petit rappel sur l'OAP. On va continuer sur le module Analytics. Donc, je vais faire pareil, une petite introduction sur le module Analytics parce qu'on va parler de ça principalement aujourd'hui. Faire une démo directement sur le site OAP. Vous donner plus d'informations, donc des liens utiles, des choses qui vont vous permettre de pouvoir naviguer correctement. Et ce sera un petit rappel aussi par rapport au site qu'on a et tous les liens et voilà, toutes les ressources qu'on peut vous proposer au niveau de l'OAP, au niveau de l'Open Access chez Elsevier. Et ensuite, on fera une session questions-réponses. Mais comme je disais, posez vos questions directement dans le chat. Je ferai des pauses parfois et je regarderai s'il y a des questions en cours de route. Je pense que c'est mieux, c'est plus interactif que vraiment voilà, sélectionner la section questions-réponses à la fin pour répondre à tout. Mais et voilà. Et dernière info avant de commencer, ce webinaire pardon, va être enregistré. Donc, vous n'avez pas forcément à prendre de notes, à, à me redemander de répéter euh, des choses. Bien sûr, je peux répéter, mais en tout cas, pas de stress. Tout va être enregistré. Je vais vous envoyer tout ça à la fin, donc vous aurez tout. Commençons. Donc, commençons sur l'OAP. Donc, l'OAP, pour rappel, c'est destiné qu'aux administrateurs. Et ça permet plusieurs choses. Donc, ça permet de suivre, accepter, refuser, transférer les demandes de prise en charge d'APC, donc gérer les demandes d'APC. Accéder à la liste des journaux éligibles pour votre institution. Et enfin, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, analyser les données de votre institution. Donc, dans d'autres termes, analyser plus en profondeur les données autour de l'open access et de vos publications chez Elsevier. Donc, rentrons direct dans le cœur du sujet, le module Analytics de l'EOAP. Donc, le module Analytics, c'est un outil d'analyse de données autour des publications publiées par un auteur de correspondance, c'est très important, de votre institution. Vous n'allez pas voir des auteurs de correspondance d'autres institutions, ce sera vraiment lié à votre institution.
sauf si vous êtes de Couperin, mais bon, ils le connaissent déjà. Euh, pour que votre article, pour que les chiffres, pour que, voilà, en général, ça soit pris en compte sur le OAP, pour que ça apparaisse dans votre tableur, etc., il faut que ça soit un auteur de correspondance de chez vous, comme je viens de le dire, et que ce dernier est publié dans une revue qui est éligible à l'accord, parce que là, c'est vraiment, cette plateforme EOAP est vraiment autour de l'accord transformant, et également que l'auteur, très important, ait rempli les rights and forms, ou le parcours auteur en français. Donc, c'est une fois que l'article est accepté, l'auteur de correspondance doit, par exemple, indiquer son affiliation, donc l'institution payante, pour avoir le rabais des APC, par exemple, par la suite. Il peut également renseigner la licence sous laquelle il veut que l'article soit, donc CC BY, etc. Donc, je vous réfère au webinaire qu'on a fait il y a quelques mois avec Sarah là-dessus. Et donc voilà, il faut que toutes ces conditions soient réunies quand même pour que il soit, enfin pour qu'un article apparaisse sur l'Open Access plateforme. Et pour rappel, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'auteur de correspondance, c'est celui de l'équipe des chercheurs qui est en contact avec Elsevier et qui soumet la demande pour le groupe. C'est pas le premier auteur, quoi. C'est juste voilà, celui qui correspond avec Elsevier. Donc, à quoi ça sert ce module Analytics? Principalement, ça va vous servir à comparer la part des articles Open Access à ceux en souscription, visualiser les données donc, autour de l'Open Access sous forme de graphique ou exporter tous les détails sur Excel pour les analyser. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, que ce soit des articles en souscription ou en open Access sur l'intervalle que vous voulez. Et en somme, en gros, hein, vous pouvez analyser en profondeur et piloter les publications de vos auteurs chez Elsevier dans le cadre de la licence nationale. Alors, je pense que c'est tout. Voilà, on va arrêter la démonstration et place au direct. Donc là, c'est un tableur que je vous montrerai tout à l'heure. On va aller sur le portail Open Access. Donc, normalement, vérifiez de votre côté, mais normalement, j'ai eu la confirmation ce matin même que ça devrait marcher. Tout le monde a accès à ce nouveau module Analytics. Donc, vous le retrouverez ici. Donc, vous cliquez sur Analytics, tout simplement, et vous allez tomber sur un tableau. Alors, je vous précise, ah non, là, ça va, c'est pas très long. Parfois, il peut y avoir un temps de chargement qui peut être long, mais c'est parce que aussi, je dois charger toutes les institutions, parce que les données que j'ai sont au niveau français. Donc, c'est agrégé au niveau de toutes les institutions françaises. Vous, sur votre OAP, il y aura beaucoup moins de choses à charger parce que ce sera qu'une institution. Ah, je vois déjà qu'il y a des gens qui ne le voient pas dans leur compte. OK, je vous donnerai le mail de mes collègues à la fin pour que pour qu'ils résolvent le problème. Et je suis désolé par rapport à ça. OAP, c'est encore un site qui est un peu jeune et il y a pas mal de bugs. Je vous montrerai aussi deux, trois bugs à prendre en compte. Mais désolé pour ceux qui n'ont pas accès. Je vous montrerai, enfin, je vous enverrai le lien et l'adresse mail à contacter à ce niveau-là. Donc, imaginez que vous avez Analytics et on reprend la démo. Donc, sur Analytics, vous avez deux grands onglets. Vous avez Agreement Overview qui va vous donner, comme son nom l'indique, un aperçu, donc plutôt agrégé des données que vous avez. Donc, on va découvrir ça par la suite. Et Article Detail, ce sera plus au niveau de l'article. Donc, ça sera vraiment article par article. Vous allez avoir énormément d'informations autour de chaque article pour ensuite pouvoir analyser plus en profondeur et pouvoir mener des actions peut-être à ce niveau-là. Donc ici, on a différents filtres que vous pouvez utiliser. Il y en a pour vous qui sont plus ou moins importants. Parce que je rappelle, Analytics, il n'y a pas si longtemps, c'est un outil qui était interne. Donc il y a des jargons, il y a des choses qui sont peut-être moins pertinentes pour vous, mais je vais quand même vous les expliquer. Mais je passerai moins de temps dessus parce que voilà, vous avez moins d'intérêt là-dessus. Donc, par exemple, Agreement Name, vous voyez, vous allez sûrement voir, vous n'allez pas voir ça, ça c'est sur mon dashboard. D'ailleurs, je vais le décocher. Mais vous allez voir French DS 2024 et French YB 2024. En gros, c'est les codes des accords transformants qu'on a avec Couperin.
Donc, French DS, ça concerne que l'accord, donc DS comme discount, ça concerne que l'accord qui explicitement euh, applique un rabais sur les titres Cell Press et Lancet. Vous savez que les APC ne sont pas remboursés à 100% sur ces titres-là. Donc, ça constitue French DS, c'est 1% de l'accord, enfin, il n'y a quasiment rien. Et French YB 24, lui, ça va être la plupart des titres éligibles de l'accord. Donc, ça va concerner tous les titres autour de, enfin, tous les titres de la Freedom Collection. Bon, comme je vous disais, c'est du jargon. Enfin, vous embêtez pas, juste cochez-les en général les deux, comme ça vous avez l'ensemble de vos articles qui sont sélectionnés et vous n'avez pas à trop réfléchir. Mais je préférais quand même le mentionner. Institute, c'est pareil. Là, moi, j'ai accès à toutes les institutions françaises, donc ça peut avoir du sens d'exclure ou d'inclure des institutions. Mais pour vous, vous allez avoir une, voire deux lignes si, par exemple, vous êtes une université, vous avez le CHU également. Enfin, voilà, vous contrôlez le CHU. Mais, euh, mais sinon, non, en général, vous allez avoir une ligne. Donc, pareil, c'est pas très important comme filtre. Mais voilà, vous savez que c'est là. Ça, c'est plus important. Article Publishing Model. Donc, vous allez avoir les trois grands modèles euh, qui sont autour de l'accord transformant. Donc, vous allez avoir les articles, enfin, vous pouvez opérer des filtres au niveau des articles fully open access, donc Gold Open Access, des articles qui ont été publiés en open access dans des revues hybrides, donc hybride open access, et les articles qui ont été publiés en souscription, donc pas en accès ouvert, dans des revues hybrides. Ensuite, ici, très important également, start date et end date. Donc, les dates, ce qu'on considère comme date, c'est la date d'acceptation de, du manuscrit. Donc, une fois que l'article est accepté, euh, ça va, enfin voilà, c'est la date qu'on prend en compte dans cette fourchette temporelle. Donc, ça va être tous les articles acceptés entre, par exemple ici, le 1er janvier 2025 et le 6 octobre 2025. Alors, pourquoi pas le 7 octobre 2025, parce qu'on est le 7 aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours 24 heures de décalage entre les données que vous avez sur Analytics et les données réelles, entre guillemets, les demandes, les requêtes, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut juste le garder en tête, que vous ne pourrez pas, si par exemple, il y a une nouvelle requête qui est arrivée ce matin dans votre... est-ce que vous entendez? Ah, je vois qu'il y a un écho. Est-ce que... Je vais essayer de parler plus près du micro, sans forcément... Non, pas d'écho. OK. Bon. Je vais continuer. Sinon, vous avez mon enregistrement ou peut-être que vous pouvez vous déconnecter, reconnecter et sûrement ça va régler le problème. Mais tant mieux que ça ne soit pas pour tout le monde. Donc, je reprends mes explications. Euh, donc, je parlais ouais, des 24 heures. Voilà. Il faut bien prendre en compte qu'il y a 24 heures de décalage. Donc, voilà, vous pouvez sélectionner que le 6. Et au niveau de la fourchette temporelle, vous pouvez vraiment aller loin dans l'analyse. Là, je ne vais pas le faire parce que sinon, on peut perdre du temps de chargement. Comme je vous expliquais, ça peut être un peu long. Mais vous pouvez remonter jusqu'en 2023 si vous voulez. Donc, vous allez, vous pouvez vraiment faire une analyse, enfin, avoir un aperçu qui est quand même énorme à ce niveau-là, au niveau des publications de votre institution. Pour rappel, la licence nationale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc avec la remise à 100% des APC, a été signée en 2024. Donc, près 2024, vous allez avoir d'autres données, mais pas des données qui sont liées vraiment à la licence nationale. Statut. Ça, c'est les statuts que vous allez retrouver dans Request. Donc, ça va être lié aux demandes d'APC. Donc, vous allez avoir le statut accepté. Donc, ça veut dire que c'est tous les articles en open access qui ont été acceptés enfin, dont la prise en charge a été acceptée par l'institution. Not yet in EOAP, ça veut dire que c'est pas encore sur l'EOAP, tout simplement. Donc, c'est en attente. Ça va pas tarder à arriver. Pending, ça veut dire que c'est en attente de validation par un administrateur. Donc, il est dans request et il attend d'être validé ou non au niveau de l'administrateur. Rejected, ça veut dire que la demande d'APC a été rejetée. Et subscription, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de demande d'APC parce que ça a été
euh, ça a été publié en mode souscription. Donc, il n'y a pas eu de demande de prise en charge. Vous n'allez pas retrouver l'article sous request, mais vous allez les retrouver directement dans Analytics. Et enfin, ça peut être intéressant pour vous également, vous pouvez exclure ou inclure les revues directement dans votre comptage global. Si vous voulez isoler quelques revues et voir la tendance sur un groupe de revues, vous pouvez, euh, vous pouvez le faire au niveau de ce filtre. Donc voilà tout pour le filtre. Si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur une explication au niveau du filtre, mettez-le dans le chat, je l'ai ouvert. Mais sinon, je vais continuer. Pour information, ce filtre-là, il est commun à Agreement Overview et Article Detail. C'est la même chose, je vais l'expliquer une fois et c'est tout. Donc, dans Agreement Overview, vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez le Overall Stat qui va vous donner, comme son nom l'indique encore une fois, les statistiques en général. Donc, vous avez le nombre total sur la période. Donc là, on est en 2025. Il y a eu 9111 articles qui ont été publiés, dont l'auteur de correspondance a fait le parcours auteur, etc., euh, en open access et en souscription avec l'accord transformant au niveau de la France. Euh, Parmi ces articles-là, dans les open access, il y a eu à peu près 6000 prises en charge d'APC qui ont été acceptées, 100 APC qui ont été rejetés, 112 APC qui sont en attente d'acceptation ou de refus, et à peu près 149 APC qui ne sont pas encore dans le OAP. Et enfin, on a la part des articles en souscription. Donc, si on soustrait la somme de ces articles-là au total, ça va nous donner tout simplement 2761. Donc, c'est le nombre d'articles en souscription qui sont publiés sur l'accord transformant. Ensuite, vous avez donc la Publishing Model Per Agreement. Ça peut être utile dans d'autres régions. En France, on a le French YB et le French DS, donc bon, c'est que deux agreements. Et comme je vous ai dit, la plupart des chiffres vont être au niveau de French YB, French DS regroupant Sellpress et The Lancet, donc que des discounts. Et là, vous avez les stats, donc un peu moins détaillés que ici. Donc là, vous l'avez par statut. Ici, vous l'avez directement par modèle de publication. Donc, vous avez hybride open access, souscription et full open access. Et vous avez la même chose, donc les mêmes couleurs, la même dénomination, donc les modèles de publication, mais par mois. Donc ça peut être utile. Si vous mettez par exemple une fourchette temporelle plus longue, vous pourrez vraiment regarder en un clin d'œil s'il y a une tendance au niveau de votre institution qui se confirme. Est-ce que c'est plutôt stable comme on l'a ici, donc entre 450 et 600 hybrides open access par exemple sur l'année 2025 par mois. Donc ici, voilà, ça vous donne un peu plus de détails d'une manière mensuelle sur le type, sur le modèle d'open access que vous pouvez avoir au sein de votre institution. Et vous avez en dernier Article by Institution. Donc ici, je ne vais pas montrer le tableur parce que c'est par institution et je n'ai pas eu l'accord au niveau des institutions de montrer leurs statistiques, donc je ne vais pas prendre de risque. Je vais vous montrer juste une capture d'écran anonymisée. Comme ça, vous pouvez voir ce que c'est. Mais en gros, vous allez retrouver, attendez, hop, ici, vous allez retrouver la même nomenclature, donc souscription, open access, hybride open access, et le total en fonction de votre institution. Donc moi, en tant qu'administrateur, je vais voir énormément d'institutions, comme vous voyez sur la capture d'écran. Mais vous, vu que vous utilisez, enfin, vu que vous avez accès à Analytics à une institution, vous n'allez pas voir énormément de lignes. Donc voilà, ça vous fait un petit récap supplémentaire sur les parts de souscription et open access au niveau de la licence nationale. Et pour Agreement Overview, c'est tout. Donc, voilà, c'est quelques graphiques. Il y a pas, c'est assez concis. Ça vous permet, comme ça, en un clin d'œil, de voir rapidement les informations à ce niveau-là. Ensuite, là où il y aura plus d'informations et là où personnellement je passe beaucoup plus de temps, ça va être dans Article Detail. Alors, Article Detail,
c'est un peu pareil que ce que je viens de dire. Vous allez voir le détail au niveau des articles de la licence nationale. Donc, il y aura des emails, il y a des noms d'institutions que je ne vais pas forcément montrer parce que ça va être enregistré et j'ai pas l'accord des institutions pour vous montrer ça. Donc, j'ai prévu quand même une capture d'écran pour vous montrer un peu la page, parce que c'est assez simple, il n'y a qu'une page avec un bouton. Et ensuite, on analysera ce qui est plus intéressant, euh, le fichier de reporting pour vous montrer ce que vous pouvez trouver dans ce fichier-là et ce que vous pouvez faire ensuite pour quelle action vous pouvez mener, par exemple, au niveau de ce fichier-là. Donc, ce guide-là, pour info, je vous le donnerai hein, après notre appel. Je vous donnerai toutes les ressources et vous l'aurez parce qu'il est il est assez utile, on va dire. Donc, voilà. Quand vous cliquez, vous voyez, je vais peut-être mettre un peu plus gros. Quand vous cliquez sur Article Detail, donc dans cet onglet-là, oula, pardon, vous avez les mêmes filtres, donc on a vu tout à l'heure. Je vais pas me répéter dessus. Et vous avez la liste des articles qui apparaissent pour votre institution. Donc là, vous n'allez plus avoir cet aperçu agrégé global, vous allez vraiment avoir tous les détails par article. Donc ici, il va y avoir une nomenclature bien définie que je vais vous montrer ensuite, mais c'est tout ce qu'on va retrouver en fait sur, sur Article Detail. Et une fois que vous avez mis les filtres que vous voulez par exemple cibler un statut sur le OAP, vous voulez voir seulement les articles en souscription, etc. Une fois que vous avez filtré tout ça avec les dates, vous pouvez cliquer sur Download Reports. Et ensuite, vous allez télécharger un fichier Excel euh, de, enfin, qui va correspondre en fait au tableau que vous voyez juste en dessous. Donc, je vais vous montrer un fichier Excel anonymisé et je vais vous expliquer chaque colonne. Donc, le fichier prend cette forme-là. Donc, euh, ici, Ah, tiens, salut Sarah. Euh, ici, en première colonne, vous allez avoir le PII. Donc, le PII, c'est un peu l'identifiant de l'article, comme un DOI. Je vous conseille de l'utiliser dans vos correspondances avec les équipes EOAP ou avec nous, etc. Parce que ça permet d'aller un peu plus vite. Ça permet aux équipes de comprendre directement de quel article vous parlez. Alors que parfois, certains mettent le titre ou autre, et ça peut créer quelques confusions. 99,9% du temps, on va trouver l'article, il n'y a pas de souci, mais ils peuvent un peu perdre du temps à chercher l'article, à le confirmer, enfin bref. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le pays si vous voulez correspondre avec nous. Ensuite, vous avez les informations sur les auteurs de correspondance, donc super important. Donc le nom, prénom et l'adresse mail, si vous voulez le contacter ou autre. Vous avez ensuite quatre colonnes. Donc, vous avez le Corresponding Author Institute Name and Article Payer Institute Name. Donc, la plupart du temps, vous allez trouver la même chose dans ces deux colonnes. Donc, l'université, je sais pas, Université Paris-Cité et Université Paris-Cité. Parfois, le chercheur, ce qu'on déconseille fortement, mais parfois, le chercheur va marquer son labo en tant qu'institution dans le parcours auteur. Donc pas au niveau de la signature, ça ne va rien changer. C'est vraiment dans le parcours auteur. Euh, donc si par exemple, je ne sais pas, quelqu'un met le laboratoire de chimie de l'université Paris-Cité, il va avoir une différence entre le Corresponding Author Institute Name et le Article Payer Institute Name. Ce qui vous importe le plus dans l'histoire, c'est plutôt Article Payer Institute Name, qui va être en fait tout simplement votre institution. Donc, vous allez retrouver votre institution en colonne F. Et tout ce qu'on appelle ECR, donc Institut ECR et Article Payer Institut ECR, c'est tout simplement les identifiants uniques liés à votre compte. Vous n'avez pas besoin de les apprendre, c'est pas grave, vous pouvez mettre le nom de votre institution directement quand vous contactez les équipes. Si vous avez de côté votre ICR, si vous le connaissez, donc votre numéro unique que vous pouvez récupérer notamment dans ces exports-là, mettez-le
dans la correspondance. Comme ça permet aussi de faciliter, un peu comme le pays, les échanges et on connaît directement, on sait exactement de quelle université vous parlez, même si vous mettez, après, si vous mettez université Paris-Cité, on, on saura très bien de quoi vous parlez également. Donc, c'est pas trop grave, mais je le mentionne quand même. Euh, alors, pareil, hein, Héloïse, je vois que l'export du tableau Excel ne fonctionne pas. Je vais vous donner l'adresse après à contacter pour tout ce qui est debug. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. Normalement, ça devrait marcher. Pour rappel, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Pour l'instant, l'export, donc je ne sais pas si vous êtes sur Firefox, mais l'export ne marche pas sur Firefox. Donc, si vous êtes sur ce navigateur-là, c'est normal que l'export ne se déclenche pas, mais les équipes sont en train de travailler dessus. On a bien reporté le problème et on va faire en sorte que l'export fonctionne. Alors, revenons à nos moutons. Donc, en colonne H, vous avez une donnée qui est très importante, qui est, euh, qui est l'article publishing model, donc le modèle de publication de l'article. Donc, c'est là où vous allez pouvoir filtrer, si vous ne l'avez pas filtré en amont, les articles. Par exemple, je veux que les souscriptions. Comme ça, je peux voir qui a publié en souscription, dans quels journaux, etc. Et voir si ça fait du sens, par exemple, de les changer en open access. Donc là, je vais enlever le filtre, mais la colonne H est très importante. Pareil, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas dans les filtres, ou vous n'avez pas directement sur le site Open Access, mais vous avez les licences qui ont été utilisées. Donc, c'est CCBY, CCBY NCND, etc. Là, je vous réfère au webinaire de Sarah qui avait très bien expliqué la différence entre les différentes licences, mais vous les avez marquées ici et vous pouvez les filtrer par la suite. Ensuite, vous avez des informations liées, je vais un peu zoomer au cas où, liées à la revue, donc l'ISSN, le nom de la revue. Voilà, très bien. Vous avez également les acronymes des agreements. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était, French YB et French DS. Je ne pense pas que ce soit très important pour vous. C'est pas des colonnes très importantes, mais elles sont là. Le type d'article, le DOI, le titre de l'article, le type de revue, si c'est hybride ou Gold Full Open Access, des dates. Donc là, vous allez avoir quatre dates principales. Donc la date de soumission de l'article, la date d'acceptation, qui, je le rappelle, est la date qui est la plus importante, on va dire, entre guillemets, dans le système. C'est celle qui est prise en compte quand vous définissez une fourchette temporelle ou pour, par exemple, si vous voulez changer, je vous montrerai après, je ne vais pas vous embrouiller. Mais en gros, vous avez la date d'acceptation qui est ici, donc très importante comme colonne. Author Journey Completion Date, c'est la complétion du parcours auteur par l'auteur. Donc, vous voyez la date à laquelle l'auteur a complété son parcours auteur. Et enfin, Publication VOR, ça veut dire Version of Record, VOR. Donc, c'est la date auquel l'article a été un article fini. Donc, il y a vraiment toutes les informations, il est tout propre et il est 100% disponible en ligne. Donc, pour information, mon export termine le 24 septembre parce que j'ai téléchargé le rapport le 24 septembre. Il y a eu plein d'articles entre-temps, mais voilà, c'est parce que j'ai téléchargé l'article, enfin l'export il y a quelques temps. Et il reste quelques colonnes. Donc vous avez Research Founder. Donc Founder, ça veut dire financeur. Donc vous avez les entités qui ont financé l'article. Donc ANR, Commission européenne, etc. Le statut dans le OAP, donc qui faisait partie d'un des filtres également. Donc vous avez, voilà, oups, excusez-moi, accepté, refusé, pending, etc. Donc vous l'avez ici. Vous avez le lien directement pour Sciences Direct.
si vous voulez copier-coller le lien et y accéder. Bon, la devise, vous, ça sera euro tout le temps. Et l'APC exprimé dans cette devise. Donc ça, c'est deux colonnes qui sont très importantes parce que la colonne Z, qui est APC List Price, c'est le prix que devrait payer l'institution si elle ne bénéficiait pas de l'accord. Et APC Price After Discount, c'est le prix qui a été réellement payé euh, lié à cet article. Donc si vous voyez qu'il n'y a rien, c'est que c'est zéro en fait. Donc là, tous ces APC-là ont bénéficié d'une remise de 100% sur les APC. Voilà. Et oh, il y en a un ici qui n'a pas bénéficié de la remise. Il y a juste un petit rabais parce que on voit qu'ici, il a été rejeté. Donc, si la demande d'APC a été rejetée, c'est du coup, l'APC n'est pas pris en charge par l'accord transformant et il doit être payé. Si c'est une erreur, vous pouvez contacter, je vous montrerai, c'est la même adresse hein, pour toutes les erreurs tous les bugs du site ou ce genre de choses, vous pouvez contacter la même équipe et, euh, et elle pourra régler ça. Donc, soit faire passer l'article en souscription si l'auteur n'est pas éligible à l'accord, ou sinon, tout simplement, annuler votre demande de rejet. Je crois que vous pouvez le faire directement sur l'OAP. Peut-être Sarah, tu peux me confirmer, mais je suis quasiment sûr qu'on peut le faire. Et re-accepter la demande directement. Oui, on peut l'annuler et ça revient. Ça revient. OK, merci pour la confirmation. Donc voilà, vous pouvez le faire vous-même. Et c'est tout pour ce tableau. Donc je vous ai fait toute la nomenclature. Je ne sais pas si vous avez des questions liées à ce tableau ou liées à Analytics en général là-dessus. Johan, Euh, je vous- Oui, est-ce que tu pourrais rappeler juste les modalités pour changer de modèle? oui, bien C'est un sûr. article. J'ai une slide pour ça. J'allais en parler justement maintenant. Je voulais juste m'assurer que tout le monde ait plutôt saisi la nomenclature et, euh, et ouais, je vais juste vous montrer une dernière slide à ce niveau-là. Merci Sarah. C'est au niveau des modèles de publication. Parce que ce qui est intéressant sur ce genre d'outils et sur ce genre d'analyse, c'est on peut regarder si l'auteur a intentionnellement publié en souscription ou pas. Parce que ce qu'on se rend compte avec Sarah, et peut-être, enfin sûrement que vous vous êtes rendu compte déjà de ça, c'est que les auteurs sont pas forcément au courant qu'il y a, qu'il y a cet accord transformant, sont pas forcément au courant qu'il y a un rabais sur les APC ou autre. Et, euh, et parfois, quand on leur dit qu'ils sont éligibles et qu'ils n'ont pas à payer d'APC, en fait, ils préfèrent publier en accès ouvert. Donc, ce que j'aime bien faire parfois avec des institutions, c'est regarder ensemble quelles sont les publications en souscription. Ensuite, ils contactent les auteurs. C'est ce que vous recommande de poser la question en général à vos auteurs qui ont publié en souscription. Et parfois, ils peuvent dire, ah mais non, en fait, je voudrais publier en accès ouvert. Donc, c'est possible de changer ce mode-là. Donc, c'est possible de le faire sous une condition. Il faut que la date d'acceptation de l'année en cours soit, enfin, pardon, il faut que la date d'acceptation de l'article soit en 2025 pour cette année et que la demande soit faite avant le 31 janvier 2026 pour cette année. Si la date d'acceptation est en 2026, ça sera au 31 janvier 2027. Donc, vous voyez un peu le décalage. En gros, ils ont toute l'année plus un mois pour demander ce changement. Et comment demander ce changement? Donc, vous ou l'auteur peut contacter oasupport@elsevier.com et vous leur donnez le détail de l'article. Euh, Vous pouvez donner le DOI ou le titre, c'est pas grave. Ce que je vous conseille, comme tout à l'heure, je vous ai dit, euh, utilisez le PII, donc la colonne A. Comme ça, ils savent très bien de quel article vous parlez. Et ensuite, l'équipe OA Support va vous renvoyer les write and form, donc le parcours auteur, à remplir de nouveau par l'auteur. Et à ce moment-là, il ou elle pourra choisir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut au niveau du modèle de publication.
Donc ça, c'est très important et c'est quelque chose que je vous encourage à faire de votre côté. Et au niveau, donc je passe après aux questions, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, je vous réponds juste après. Je voulais juste terminer par rapport aux informations. Donc, toutes celles et ceux qui ont un souci avec la plateforme EOAP, c'est l'adresse à contacter. Donc, agreementactivation@elsevier.com. Je vous envoie ce PowerPoint d'ici cet après-midi, donc pas la peine de le noter rapidement. Peut-être, Sarah, tu peux le mettre dans le chat sinon, s'il y en a qui veulent le copier-coller directement. Mais ça, c'est l'adresse pour les administrateurs, donc pour vous. Pour les auteurs, donc tout ce qui est lié à l'article, changer de mode de publication, etc., ça sera oasupport@elsevier.com. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'article. Et je voulais aussi rappeler le mail de Couperin si voilà, vous avez des questions. Je me suis permis de mettre le mail de Couperin, apc@couperin.org. Donc ça, c'est les administrateurs de la plateforme. Et je vous ai mis une série de liens qui peuvent être très intéressantes que je vous enverrai. Donc vous avez le hub Elsevier France, qui, pour celles et ceux qui nous connaissent, vous connaissez sûrement ce hub-là. C'est là, en fait, on a tous nos webinaires qui sont enregistrés. Donc ça, c'est pas que sur le OAP, c'est sur Scopus, sur Sciences Direct, sur l'éthique dans la publication scientifique, etc., etc. Donc ça, c'est là où vous allez retrouver la plupart de nos vidéos. Vous allez également pouvoir retrouver des ressources intéressantes sur le hub Elsevier Couperin. Donc ça, c'est une page qui est vraiment dédiée à l'accord. Vous allez avoir des supports de présentation au niveau du parcours auteur et pour les administrateurs. Donc voilà, pour naviguer autour de la plateforme. Le site de Couperin sur l'accord, très important, ça va vous donner aussi d'autres informations. Le guide analytics que je vous ai montré tout à l'heure, il est téléchargeable via ce lien. Donc je vous l'enverrai également. Et j'ai rajouté un formulaire de contact si jamais vous avez oublié qui contacter, pourquoi. Juste vous pouvez remplir aussi sur notre site un formulaire de contact et on prend contact avec vous par la suite en fonction de votre problème. Mais comme l'a écrit Sarah, ce que je vous conseille, c'est de copier-coller enfin de copier dans un coin ces emails-là, comme ça vous les oubliez pas, ou de garder ma présentation pas trop loin, comme ça vous pouvez vous rappeler de qui contacter pourquoi, mais en gros, il y a deux adresses. Vous pouvez toujours également nous contacter, bien sûr. On est là pour vous, donc j'ai mis nos mails ici et je vais vous envoyer un mail par la suite. Mais le but, c'est que vous ne soyez pas tout seul. Ce que je vous conseille, c'est de contacter toujours Agreement Activation, donc les équipes du service technique, vraiment pour des questions techniques du style, vous n'arrivez pas à accéder au, euh, au tableur, Analytics ou autre. Ça, c'est avec eux qu'il faut voir. Mais si vous avez des questions plus fondamentales ou des besoins d'accompagnement pour vos chercheurs ou autres, vous nous contactez, donc vous avez nos mails directement et vous pouvez aussi nous mettre en copie de communication que vous avez avec les équipes. Comme ça, on peut suivre si tout va bien. Donc, c'est tout pour cette présentation. J'espère que c'était clair. Je vous renverrai le lien pour l'enregistrement, etc. Et maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, Christelle Delesse, ce serait intéressant d'avoir enfin, pardon, dans le tableau, l'affiliation du corresponding auteur au niveau du labo. Alors, oui, on peut l'avoir je remets mon tableau. On peut l'avoir sous Corresponding Author Institute Name, si l'auteur renseigne son labo. Donc, on peut avoir cette granité-là, mais le problème ici, c'est que en renseignant un UMR enfin, vous savez, la France, ça peut être assez complexe parfois, et en étant trop spécifique, donc ça, c'est sur déclaration de l'auteur. En étant trop spécifique, parfois, il peut avoir des ratés et le labo peut être mal rattaché à une institution, donc on ne se rend pas compte qu'il a été éligible à l'accord transformant. On travaille énormément avec les équipes pour régler ce problème, mais, euh, mais je n'encourage pas forcément l'auteur à renseigner le labo. Mais s'il le renseigne, ce qui est quand même souvent le cas, vous pouvez trouver dans la colonne D le labo. Après,
si vraiment vous voulez avoir plus de granularité et plus d'informations autour des affiliations de l'auteur de correspondance, etc., ce que je vous conseille de faire, c'est, parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur des données autour des auteurs de correspondance, Christelle, sur Scopus, pour l'instant, l'export est désactivé, mais bientôt, il va être, d'ici quelques semaines, il va être réactivé là-dessus. Vous pouvez télécharger, donc si vous utilisez le PI ou le DOI dans une recherche Scopus, vous pourrez ensuite télécharger les informations liées à l'auteur de correspondance, donc sa signature complète. Et quand ils signent, ils vont mettre UMR, numéro temps, labo numéro temps, etc. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur le labo via Scopus, qui est pour moi la meilleure solution pour avoir des informations autour d'un article, hors licence nationale, hors open access. Alors, Gaël, bonjour. Les erreurs de choix de publication sont réguliers, en effet. Est-il possible de déclarer un tiers de confiance qui pourrait faire cette demande pour l'auteur? C'est une bonne question. Alors, Sarah, est-ce que tu as déjà eu le cas, toi, d'un tiers de confiance là-dessus? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as... Alors, il y a des institutions qui ont... Ah, je m'entends. Ah, attends, je coupe mon... Pardon. Il y a des institutions qui ont des politiques d'accès ouvert, etc. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient, elles envoient avec l'auteur en copie pour faire cette demande-là. Je pense que préalablement, ils ont aussi contacté l'auteur. Donc, voilà ce qu'on voit qui se fait aussi. Après, voilà, sur ça, je pense que c'est plutôt au niveau institutionnel, voilà, sur ce qu'il y a écrit sur la politique, etc., comme de notre côté, voilà, pour Elsevier, vous avez ces informations-là, vous êtes administrateur, donc pour nous, d'un côté éditeur, bien sûr que on voit plutôt l'auteur, mais après, voilà, si on reçoit des demandes des administrateurs, on fait aussi les choix, sachant que ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le lien pour que l'auteur refasse le choix dans le parcours. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, voilà, parce que c'est pas trop, c'est pas vraiment, comment dire. Euh, on va pas avoir une politique vraiment sur ce cas-là. Voilà, donc je vous donne des pistes que j'ai vu, ce que j'ai vu faire, euh, bien sûr aligné avec la politique de sciences ouvertes, open access de l'institution. Exactement. Et bah, merci, Sarah. Ouais, non, je pense que c'était clair. Si je peux rajouter quelque chose, je viens de me rappeler d'une expérience que j'ai eue avec une administratrice qui m'avait envoyé au final, qui avait envoyé une liste d'articles à changer en open access. Mais comme disait Sarah, les auteurs étaient en copie. Et au final, comme vous dites, Gaël, dans tous les cas, euh, vous pouvez faire la demande pour votre auteur. Dans tous les cas, ce sera à l'auteur de remplir à nouveau les rights and forms. Donc, ce sera quand même le choix de l'auteur de confirmer ou pas si il ou elle veut bien mettre l'article en open access. Donc, et à ce point-là, à ce niveau-là, je pense pas que ça soit possible au niveau de l'administrateur de remplir pour l'auteur quelque chose au nom de l'auteur. C'est, En tout cas, quand donc je voilà. vois ces cas passés, l'auteur, il suit voilà, la politique qui lui a été expliquée. Je ne vois pas, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu en tout cas de cas passé où il a pas rempli le rights form après. Donc, une fois que voilà, l'institution prend contact avec l'auteur, elle fait la demande et puis il a le lien juste pour cliquer sur la partie Open Access, normalement, il le fait. Exact. Et un commentaire de Madame Velmico. Euh, Mettre le labo dans le parcours auteur, colonne D, institut, est risqué. L'institution est recommandée euh,
pour ne pas risquer de se retrouver facturé car non reconnu comme ayant droit de l'accord. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci, Madame Velmico. C'est c'est exactement ce que je voulais dire. Plus on est granulaire, plus on met son laboratoire, moins enfin, plus on réduit les chances que ça soit correctement affilié à votre institution et reconnu comme ayant droit à l'accord. Donc vraiment, j'encourage à aller sur Scopus à ce moment-là ou d'autres moteurs que vous avez, mais pas forcément utiliser Analytics sur OAP pour avoir l'institut ou le laboratoire de l'auteur de correspondance. Alors, est-ce qu'il y a des questions également dans le Q&A? J'ai pas regardé. Non. Ok, bon, on va attendre un peu au cas où quelques questions reviennent. Mais en gros, voilà, c'était tout hein, pour Analytics. Euh, je vous encourage, donc toutes celles et ceux qui n'ont pas accès, vraiment, contactez Agreement Activation. Je remets la slide. Contactez Agreement Activation pour régler ce souci. En parallèle, dès maintenant, je vais envoyer également un message pour que il vérifie s'il y a rien au niveau général. Et surtout, je le répète, pour le téléchargement des articles enfin, pas des articles, pardon, de l'Excel qui récapitule les articles, évitez de le faire sur Firefox pour le moment, parce que ça marche pas. Et dans tous les cas, bon, je pense que je vais arrêter l'appel maintenant parce que je vois qu'il n'y a pas de questions, donc ça avait l'air d'être clair. Cool. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie un récap dans la journée, donc vous allez avoir les liens, vous allez tout avoir. N'hésitez pas à reprendre contact avec Sarah ou moi si vous avez des questions au niveau utilisation de n'importe quelle plateforme auquel vous êtes abonné, mais principalement là, à ce moment-là de l'OAP. Et, euh, et passez une excellente journée. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Et, euh, et à bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.